Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bonjour à tous les amis, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pilote Podcast. Je suis aujourd'hui avec Armand, président de l'aéroclub de Prunay. Armand, comment vas-tu ? Bien écoute, bonsoir Nicolas, merci de m'accueillir et je vais très bien. Je t'en prie, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir parler des clubs régionaux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots rapidement ? On sache un petit peu qui tu es, puis après on reviendra plus précisément sur ton cas. Ok, alors Armand, j'ai 52 ans, je suis pilote privé. Ouais. Donc moi j'ai PPL et puis qualification vol de nuit et lâché sur quelques machines. Okay. Voilà, je suis encore un bébé pilote, j'ai 450 heures de vol, quelque chose comme ça. Et donc je suis effectivement président de l'aéroclub de Champagne depuis quelques années maintenant. Je suis arrivé à l'aéroclub en 2012 pour apprendre à piloter. Et puis, à côté de ça, je suis directeur commercial dans le digital à l'international. D'accord. Bon, écoute, alors l'interview elle va se développer en 3 étapes. On va parler de ton poste de président en première partie. La deuxième partie, on parlera du club en lui-même. Et la troisième partie reviendra un peu sur toi, sur tes sensations, sur comment t'es arrivé au vol, etc. Alors, pour cette première partie, j'allais te demander comment est-ce que tu as découvert le club de Prunay ? J'ai découvert le club de Prunay il y a très très longtemps quand je suis venu à 13 ans faire mon baptême de l'air qui m'avait été offert par le CIRFA. Ouais. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert et j'y suis revenu en 2012 pour piloter. D'accord. Donc du coup, comment t'es venue l'opportunité de devenir président du club ? Je ne sais pas si on va parler d'opportunité. Ouais, la façon dont c'est arrivé. Alors en fait, une fois que j'ai été breveté pilote et membre de l'aéroclub, moi j'étais plutôt un consommateur. Je fais du business, j'ai été élevé à ramener des dividendes aux actionnaires des sociétés où je travaillais, donc l'associatif c'était tout simplement pas mon truc, ça me passait très loin au-dessus. Et mon instructeur, celui qui m'a le plus appris à piloter parmi les instructeurs que j'ai eus, m'a poussé en me disant « Armand, tu devrais venir au comité, nous aider, ça serait sympa, il y a des trucs à faire, tu vas voir ». J'étais pas très chaud. Puis finalement, je suis allé voir. Et donc, je suis rentré au comité, ça devait être en 2016 ou 2017, où j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait. Et je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça, en fait, passionnant. Au point de me dire, tiens, c'est marrant, pour une fois, il y a moyen d'utiliser un peu les compétences acquises côté professionnel dans un but non lucratif pour faire tourner une asso avec un loisir plutôt sympa, en l'occurrence l'aérien. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, t'es arrivé jusqu'à la présidence du club. Un petit peu, oui. Alors, pour les plus anciens, c'est un peu comme le sketch de Coluche sur l'élection du pape. Il y a eu la fumée blanche, c'est ça ? Il y a eu de la fumée blanche, homme à bagnole, et voilà, et je me retrouve président. Non, en fait, j'ai bossé quelques années au comité, je suis passé vice-président, et puis en fait, notre président, il y a 5 ans maintenant, a démissionné. Ouais. Comme souvent tous les présidents d'aéroclubs finissent par démissionner d'usure. Et puis, comme j'étais vice-président, j'ai pris la suite. Et alors, du coup, qu'on comprenne bien, c'était plus, alors, si le mot est un peu large, mais concours de circonstances, qu'une volonté type. Tu t'es pas dit un matin, je vais devenir président de ce club, finalement. Absolument pas. Ok. Et alors, du coup, alors, comment est-ce qu'on vit ça ? Cette situation où, du jour... Alors, c'est peut-être pas du tout blanc ou tout noir parce que tu étais vice-président auparavant, mais du coup, comment on vit cette situation ? D'abord, on la vit plutôt bien, puisqu'effectivement, ça faisait déjà quelques années que j'œuvrais au sein du comité, donc je partais pas d'une feuille blanche. Néanmoins, on réalise pas forcément de prime abord les responsabilités auxquelles on s'expose. Et puis un aéroclub comme l'aéroclub de Champagne, c'est pas un petit aéroclub. C'est même plutôt une grosse structure, c'est beaucoup plus proche d'une PME que d'une asso. Et donc on se retrouve avec une entreprise à gérer en fait. Une entreprise avec des salariés, avec un expert comptable, avec des équipes. En plus des équipes faites de bénévoles, donc le management n'est pas du tout le même. Et surtout un budget qui est en fait très conséquent. Et alors qu'est-ce qui t'a surpris, tiens ? Quand on s'imagine tous un petit peu, quand on arrive sur ce genre de poste, un peu ce qui pourrait nous arriver ou pas. Du coup, est-ce qu'il y a une chose qui t'a un peu surprise où tu t'es dit « Ah tiens, je m'attendais pas à ça » et finalement, en bien ou peut-être en mal, peu importe,
mais ça t'a surpris, on va dire. C'est pas ce qui m'a surpris, c'est que j'ai constaté que les aéroclubs en France étaient gérés très à l'ancienne. Ouais. C'est-à-dire en mode pyramidal. Quand je dis en mode pyramidal, il y a le président tout en haut, et toute personne qui a envie d'aller faire pipi demande au président si elle peut aller faire pipi, pour être clair. À ce point-là. Et moi, j'avais constaté ça notamment la première fois que je suis allé à l'Assemblée Générale de la FFA, en disant ok, il faut peut-être moderniser un peu les choses, remettre des organisations un peu en place, et puis surtout responsabiliser les gens, parce que tous les gens qui veulent participer, qui veulent donner de leur temps à la structure, c'est aussi bien de leur déléguer des responsabilités et de pouvoir structurer les choses. C'est ça qui rend l'activité intéressante. Ouais. Donc avec l'équipe de l'époque, on a décidé de mettre une grenade dans les statuts de l'Aéroclub et de les refaire. Ouais. Ils dataient d'avant Internet, donc c'était bien de les mettre à jour. Ouais. Et puis de réorganiser l'Aéroclub, ce qu'on a fait. D'accord. Et ça a plutôt bien fonctionné. Les gens adhèrent au projet, et ça a permis tout d'un coup de passer à une équipe de bénévoles. Moi le premier, je suis bénévole à l'Aéroclub, à une équipe de bénévoles conséquente pour pouvoir faire des choses. Ouais, donc tu dirais en fait que tu as chamboulé. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'on est précurseur à l'Aéroclub de Prunay dans une organisation ou dans une façon de gérer les choses ? Alors la DESAC Nord-Est m'a informé dernièrement qu'on était précurseur dans le sens où lorsqu'on a refait les statuts, il faut savoir que donc nous on fait de la formation, bien évidemment, on forme des pilotes privés mais également des pilotes professionnels. Ouais, on va y revenir justement. Et puisqu'on forme des pros également, on est ce qu'on appelle ATO, Authorized Trading Organization. Il y a d'autres structures plus simples quand on ne fait pas de formation pro. CPL, IRSE, etc. Enfin, voilà, pilote commercial, vol aux instruments. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai voulu à ce qu'on introduise dans les statuts, justement, cette structure ATO, qu'elle existe, qu'elle soit représentée, parce que c'est un élément ultra dimensionnant de l'Aéroclub. Ouais. Et à partir de là, pour moi, ça paraissait cohérent. Et donc, j'ai découvert que via la DESAC Nord-Est, c'est-à-dire l'organisme qui nous suit, qui nous contrôle, qui nous audite, que très peu d'aéroclubs, en fait, avaient franchi ce pas-là. Ok. J'allais te demander, est-ce que dans ta tête aujourd'hui, tu vois l'état du club, on va dire de part et d'autre finalement, de toute la chaîne, du haut en bas, vu que tu es président. Est-ce que toi, et je pense que tu en es sûr, mais est-ce que tu as de nouveaux projets pour le club, ou des choses à changer, ou d'autres directions à prendre ? Voilà, c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. Alors moi, dans ma tête, ça va, hein. Enfin, a priori. Mais oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai essayé d'appliquer mes méthodes de travail que j'applique côté pro, finalement, et commencer par poser une vision pour l'Aéroclub. Ça peut paraître surprenant, mais on a besoin de faire ça. Et donc, j'avais posé une vision 2030. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut emmener cet Aéroclub ? Comment il doit évoluer ? Alors, quand j'ai repris la présidence, on était tombé assez bas dans les heures de vol, donc il fallait déjà les remonter, mettre en place des choses pour les faire remonter en volume, non pas pour s'amuser, mais pour des questions aussi financières, pour être à l'équilibre, et pas que le club soit à risque. Donc il fallait essayer de tout travailler, à la fois les formations, à la fois les vols pour les breveter, et puis les nouvelles idées. Réfléchir à l'évolution de la flotte. Pourquoi l'évolution de la flotte ? Parce qu'on a une flotte, on a la chance d'avoir une flotte hétérogène, plein d'avions différents, mais une flotte qui est également ancienne, donc avec des coûts de maintenance plus élevés. Et on sait bien qu'aujourd'hui, en termes de développement durable, il faut quand même réfléchir à l'évolution de tout cela pour réduire notre empreinte carbone, réduire notre pollution, réduire le bruit, etc. etc. À l'époque, on voulait également moderniser un peu l'Aéroclub. On a un clubhouse qui est plutôt sympa, mais qui jusqu'en 2020 était en mode 70s, c'était assez drôle. Ouais. Et on l'a également restauré grâce à la ville de Reims qui nous a financé la restauration du bâtiment. Donc voilà, essayer de travailler un petit peu tout ça, donner une vision, et puis derrière, s'organiser pour exécuter. Ouais, Alors tiens, rappelle-moi rapidement, ça fait combien de temps, je sais plus si tu l'as dit ou pas, ça fait combien de temps que tu es à la présidence du club ? 4 ans. D'accord. Quand tu regardes dans le rétro aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement ? Ou d'autres choses où tu es extrêmement fier et où tu t'es dit, alors c'est vrai que j'entends le fait que tu as dynamisé et modernisé le club, mais est-ce qu'il y a des choses où tu te dirais, tiens, avec le recul, je le ferais peut-être autrement, ou peut-être mieux, ou moins bien, ou enfin voilà. Bien sûr, mais moi je suis surtout super content. Moi mon boulot ça a été de proposer un projet
et de fédérer une équipe autour de ce projet. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est tous ceux qui œuvrent pour ça. Donc moi j'ai fait ce travail-là. Et le meilleur résultat qu'on puisse avoir, c'est les heures de vol. On est passé de 1400 heures à 2300 heures, donc on a tous réussi à remonter tout cela et à faire un bel Euroclub. Je rebondis sur les heures de vol, mais du coup, sans jugement aucun, mais qu'est-ce qui faisait qu'avant, finalement, les heures de vol, elles étaient en baisse versus aujourd'hui ? Est-ce qu'il y avait un désintérêt finalement des adhérents du club ? Ça volait moins, une certaine lassitude, ou comment tu caractériserais ça, toi ? Globalement, on a deux types d'utilisateurs dans un aéroclub. Encore une fois, on propose un service de loisir à la base pour apprendre à piloter, pour se faire plaisir, pour jouir de sa passion. Et on a deux types d'utilisateurs. Les consommateurs purs. Ouais. Ils vont venir, ils prennent leur leçon de vol, ou une fois qu'ils sont brevetés, ils prennent leur avion, ils vont faire un tour, ils rendent les clés, ils repartent. Et puis on a l'autre type d'utilisateurs qui vont être plus intéressés de s'immiscer, de s'impliquer dans la vie d'Aéroclub, de participer aux animations, de venir faire des apéros, de faire des barbecues, etc. etc. Ouais. Et l'idée, c'était justement un petit peu de proposer des choses sympas et dynamisantes pour tous ces types de publics. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe. Ouais. On va revenir dans la deuxième partie de l'interview où là on va parler plus du club à proprement dit. Et puis c'est vrai qu'on a déjà bien abordé le club. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner pour qu'on ait un ordre d'idée, genre par exemple le nombre de licenciés, le nombre d'élèves pilotes, le nombre d'instructeurs. Voilà, si tu avais quelques chiffres à donner, des chiffres impactants ou des chiffres clés qui puissent caractériser, donner une image là, du club là comme ça. Alors, l'aéroclub de Champagne, d'abord, il a été créé en 1909 par le marquis de Polignac. C'est un des plus vieux aéroclubs de France. Ah. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on faisait des journées portes ouvertes à l'aéroclub de Champagne, le président de la République, le Premier ministre et une partie du gouvernement venaient en grande pompe à Bétheny, puisqu'à l'époque, le terrain était à Bétheny, à la place à peu près de l'ancienne base 112. D'accord. Et donc là, c'était fastueux. Il faut imaginer les gens en haute forme, les femmes en robe longue, etc. Et ça, c'était les journées portes ouvertes de l'aéroclub. Ouais. L'assemblée générale de l'aéroclub se faisait dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Reims. Ah oui. Voilà, donc une belle histoire de ce côté-là. Et puis 115 ans plus tard, l'aéroclub de Champagne est toujours là. 188 membres en 2024, 2300 heures de vol, 8 appareils, une soixantaine d'élèves, et puis des formations, donc LAPL, PPL, les variantes, le vol de nuit, formation de pilote commercial, formation vol aux instruments, formation sur bimoteur, et extension instruments sur bimoteur. Et surtout, chose dont on est très fier depuis quelques années, formation d'instructeurs. On forme des instructeurs avions au sein de l'aéroclub. Ouais. On a fait combien d'instructeurs, tiens, juste comme ça, pour un ordre d'idée, tu sais pas entre 12 et 15 là. D'accord, ok. Sur une année, tu sais à peu près combien 12 et 15, c'est sur l'année passée, c'est ça ? Non, c'est depuis qu'on a ouvert la formation. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Le club existe depuis quand ? Tu viens de nous le dire. Voilà. Il y a juste un point que je voudrais éclaircir. Il est passé on va dire grossièrement de la base 112 à Prunet à partir de quand ? Alors il est passé d'abord, il est passé par Saint-Léonard. Ah oui, en fait, il a fait 3 emplacements. Il a fait 3 emplacements. Là où se trouve le parc d'exposition aujourd'hui, il y avait une piste, des bâtiments, etc. Ok. Voilà. Et dans les années 60, 65, entre 65 et 67, de mémoire, ou 69, il a été déplacé à Prunet quand le terrain a été créé. D'accord. Et il faut savoir que lorsque la piste a été construite, le premier bâtiment en fait qui a été érigé, c'était notre clubhouse. La tour de contrôle n'était même pas là. Ah oui, donc dans l'ensemble du bloc de Prunet. Le clubhouse est le plus vieux bâtiment qu'on puisse... Ouais, complètement. Ah, alors, pour ceux qui nous écoutent, je pense que même ceux du club, là, il va y avoir des choses à apprendre. Comment le club fonctionne-t-il ? On va parler d'une manière générale, si on se place d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas le club. Je connais la réponse, mais je te pose la question quand même. Est-il accessible à toute personne qui veut apprendre à piloter ? Et alors ça va être 3 questions en une, mais est-ce que aussi également toute personne peut apprendre à piloter ? Ça, c'est une question pour Ratatouille. Est-ce que tout le monde peut cuisiner ? Ah oui, c'est ça. Alors,
Alors déjà, comment le club fonctionne par rapport à quelqu'un qui voudrait adhérer, on va dire? Le club fonctionne comme toute association, donc il faut devenir membre en payant sa cotisation. Ouais. Et à partir de là, une fois qu'on est membre, on peut apprendre à piloter si on n'a pas encore de licence de pilote, ou si on est déjà pilote, eh bien on peut piloter les avions du club une fois qu'on est ce qu'on appelle lâché avec un instructeur sur la machine qu'on veut utiliser. D'accord. C'est aussi simple que ça. Après, pour apprendre à piloter, il faut quand même avoir un certificat médical. Ouais. Alors en fonction du type d'apprentissage qu'on veut faire, si c'est privé, c'est ce qu'on appelle un certificat médical de classe 2. Ouais. Et si c'est pour du professionnel, un certificat médical de classe 1, qui est un peu plus contraignant avec un peu plus de contrôle. D'accord, ok. Donc on récapitule, on peut venir au club, donc qu'on soit élève, possesseur d'un avion, ça pose pas de souci du moment qu'on est à jour de sa cotisation. Oui. On peut faire du pro comme du loisir. En gros, le champ des possibilités est ouvert quasiment à l'infini au final. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse trouver son plaisir, jouir de sa passion au sein de l'aéroclub, ou travailler sa reconversion professionnelle. Oui, c'est ça. Parce pour passer dans le travail aérien. Ok. On va parler également on en a un petit peu parlé, on va essayer de développer parce qu'effectivement, on a cette passion commune qui est de voler. Et comme tu le soulignais, il n'y a pas que le fait de voler. C'est vrai qu'un pilote peut venir voler, comme tu dis, il prend les clés, il vole, il repose les clés et ça s'arrête là. Mais il y a aussi des pilotes qui veulent s'investir aussi également un peu plus ou avoir une vie sociale au sein du club. Est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu la globalité de la vie sociale au club? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors on a justement, quand on a réformé un peu l'aéroclub, on a créé une équipe animation. Oui. Qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, ils sont assez nombreux. D'ailleurs, je crois que tu as déjà interviewé deux membres qui en font partie, dont Bérangère qui dirige aujourd'hui cette équipe avec Virginie, qui est la secrétaire comptable de l'aéroclub. Marie avait dirigé cette équipe avant. Ouais. Et l'idée, c'est que, on prépare un planning annuel. Oui. Avec un tas de propositions. Ça commence par des after-work, donc un simple apéro en fin de semaine. On peut aussi trouver des animations, donc ça peut être des concours d'atterrissage de précision, des concours de consommation, des sorties aériennes, aller manger au bord de la mer, à plusieurs avions, ou aller visiter un site comme le château de Savigny-sur-Beaune, ou toutes les bonnes idées qu'on peut avoir. Donc voilà, on essaie de proposer ça de façon régulière et récurrente aux membres de l'aéroclub, qu'ils soient élèves ou brevetés. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de différenciation. La seule contrainte, entre guillemets, pour les élèves, c'est qu'il faut qu'on ait des instructeurs disponibles pour les accompagner, puisque bien évidemment, ils ne peuvent pas encore voler tout seuls. Non, si on veut que l'avion revienne, c'est peut-être plus sage. Et puis souvent, quand on fait, par exemple, le concours d'atterrissage de précision, pendant très longtemps, on mettait des prix. Pour le premier, le deuxième, le troisième, ça peut être une heure de vol gagnée, ça peut être des choses comme ça, des trucs un petit peu intéressants quand même. Moi j'ai ajouté un truc en plus avec Virginie parce qu'on trouvait ça beaucoup plus marrant. On a ajouté des gages pour les derniers. Ça c'est le côté sadique. Et donc celui qui perd le concours d'atterrissage de précision est élu d'office pour se déguiser en Père Noël pour le Père Noël des enfants. Qui est une autre animation qu'on fait en fin d'année où on a le Père Noël qui arrive en avion pour distribuer des bonbons et des chocolats aux petits enfants qui viennent au club. Je vais peut-être faire exprès de le perdre. Essaye. Je pense que j'aurais pas beaucoup à me forcer. On peut piloter pour le plaisir, ça c'est une chose. On va revenir sur les formations qui sont possibles au club. On va développer un petit peu plus. On va se mettre du côté d'une personne qui connaît rien. On va partir peut-être du LAPL en expliquant, prenons un peu de temps, la différence entre le LAPL et PPL. C'est vrai que c'est souvent un petit peu compliqué de différencier les deux. Et puis en passant par le CPL qui est la formation professionnelle, et puis etc. Est-ce qu'on peut développer un peu les formations qu'on fait au club? Alors l'idée, c'est vrai que la licence de pilote privé. Voilà, je vais parler de la licence de pilote privé. Il y a deux options possibles qui vont donner des variantes en termes d'emport de passagers, en termes de validité, de renouvellement. Parce que contrairement au permis de conduire, une licence de pilote a une date de péremption. Donc ça s'entretient, il faut voler régulièrement, il faut s'entraîner régulièrement, il faut régulièrement repasser avec un instructeur pour vérifier qu'on sait gérer, on va dire, les impromptus ou les exceptions, comme une panne moteur en vol, ce genre de choses. Donc il y a quand même tout un cadre très standardisé, très, très normé,
qui nous assure aussi notre sécurité à nous, notre sécurité de pilote, sécurité des passagers, des avions, etc. Ouais. Donc, on a ces deux options pour devenir pilote privé. Une fois qu'on a sa licence de pilote privé, je rentre pas plus dans le détail de comment on devient ça, mais en gros, quelqu'un qui bosse, qui est actif, qui va faire ça le week-end, les vacances, on va dire qu'en 1 à 2 années, il va passer sa licence de pilote. Le lendemain de l'examen, on peut venir à l'aéroclub, prendre un avion, seul, et aller se balader. Et c'est souvent ce qu'on fait. Ça, c'est un plaisir absolument hallucinant. Vraiment le sentiment d'avoir réussi quelque chose de merveilleux et vraiment d'y prendre un plaisir incroyable. Derrière, voilà, on peut profiter, jouir de cette licence de pilote privé, se faire des balades, se faire des navigations, partir en week-end, etc., etc. On peut décider de passer ce qu'on appelle des variantes. Sur des variantes, il y a, par exemple, on a des moteurs avec des hélices à pas variables. Petit truc un peu technique qui permet d'augmenter un peu le domaine de vol et les performances de l'avion. Donc on va passer une qualification là-dessus. On peut passer une qualification sur des moteurs turbo, sur du train rentrant. On peut passer sa qualification au vol de nuit. Oui. Ça, c'est un truc que moi je conseille à tout le monde, c'est un truc absolument fabuleux. Ouais. Quand on est pilote de jour, vol à vue de jour, et qu'on attaque le vol de nuit, on redécouvre le monde du pilotage. Et c'est des sensations mais merveilleuses. Un peu flippantes au début, puisqu'on se rend compte que dès qu'on a fait la rotation et qu'on est en montée initiale avec l'avion, la carte ne sert plus à rien, puisqu'on ne voit rien. On voit rien. Et donc on n'a plus de visuel. Voilà, on est bien content d'avoir l'instructeur à côté, pour le coup. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Et ça reste dans le cadre du vol privé. Et il n'y a pas vraiment de limite. Après, on peut jouer en fonction de ses moyens avec différents types de machines. Plus une machine est grosse, plus elle va vite, plus elle est un peu chère à l'heure de vol. Mais voilà, chacun peut trouver son compte en fonction de ce qu'on a à disposition dans notre club et ailleurs. On peut aller voler ailleurs. Moi, je vais voler dans 3 aéroclubs différents quand je pars en vacances. C'est un peu mon défaut, c'est quand je pars en vacances, il faut qu'il y ait un aérodrome pas trop loin. Et je vais voler. C'est une bonne chose, mais on est un peu tous pareils. On est un peu tous pareils. Voilà un peu pour la partie privée. Pour la partie professionnelle, il faut avoir déjà sa licence de pilote privé. Ça, c'est le passage obligé. C'est la base. Mais après, on peut choisir, et certains des membres de notre club le font, ils l'ont fait, on peut choisir d'en faire son métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la filière royale de l'ENAC, des concours, etc. Je vais donner juste un chiffre. Je crois qu'en 2023, 3800 personnes ont candidaté à l'ENAC. Ils en ont pris 80. Et pourtant, les autres, je te promets, ils veulent piloter aussi. Ils ont absolument envie. Et donc, il y a d'autres façons de le faire. Il y a bien évidemment des écoles professionnelles privées. Mais il y a également la filière aéroclub, comme notre aéroclub, sous couvert de la FFA et puis sous couvert de la DESAC qui nous standardise avec notre ATO. Et là, à l'aéroclub de Champagne, on peut passer un certain nombre de licences et de qualifications qui peuvent nous amener à pouvoir candidater pour du travail aérien. Je vais donner un chiffre. Quelqu'un qui veut devenir pilote de ligne a besoin de passer en gros 13 licences ou qualifications. On peut en faire 10 à l'aéroclub de Champagne. Ah oui, donc une très grande partie de... Il ne restera plus que 3. Une très grande partie. Et donc, par exemple, pour 2024, on a des membres émérites de l'aéroclub qui, un est parti chez Ryanair, un a été pris chez Air France, un est pris chez Air Tahiti, un fait de la surveillance maritime de nuit sur la Manche. Donc voilà, donc on a des gens qui se reconvertissent ou pour qui c'est leur projet initial, leur projet professionnel initial, et d'autres qui se reconvertissent professionnellement pour partir dans une vie de pilote de travail aérien. Alors on le reprécise, mais pour pouvoir, n'importe quel aéroclub ne peut pas prétendre à former un élève en pilote professionnel. C'est une qualif, entre guillemets, que l'aéroclub doit avoir. C'est une des particularités de l'aéroclub de Champagne. Nous ne sommes qu'une trentaine d'aéroclubs en France à pouvoir faire ça. Non mais c'est très bien de le... Sur 600. C'est bien de le signaler. Autre chose à rajouter, une petite... Après on va parler de toi maintenant personnellement, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'aéroclub de Champagne ? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Oui, complètement. Il y a 2 choses qu'on travaille depuis quelques mois déjà. D'abord, comme je l'expliquais un peu au début, on est sur des gros budgets de fonctionnement. Je peux vous dire qu'avec notre trésorier, on s'arrache les cheveux. Ça tombe bien, on échauffe tous les deux. Le peu qui nous reste. Pour réussir à sortir un bilan à équilibre, ce qui est extrêmement compliqué, parce que dans le contexte économique actuel, le prix du carburant a explosé. Il y a 4 ans, il était à 2,06 € le litre, ce qui était déjà énorme par rapport à une voiture.
Là, cette semaine, il est à 2,72. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer les calculs. Hein, quand on consomme 60-70 000 litres de carburant par an, c'est pas négligeable. Ça fait 70 000 litres à l'année. On a un peu plus, aux environs de 60 000 à peu près. Là, ouais. Et au-delà de ça, pareil, contexte économique actuel et un peu impact géopolitique aussi, le prix des pièces détachées a littéralement explosé. Ouais. Je suis à plus 35% depuis 3 ans pour des pièces détachées. Je pourrais donner des exemples, mais qui sont juste hallucinants, qui feraient peur, mais voilà, il faut gérer ça. Ouais. Il faut gérer ça. Comment on gère ça financièrement? On ne peut pas juste faire avec les cotisations des membres et ce qu'ils payent à l'heure de vol. On a des charges fixes, on a des salariés, on a des assurances, on a un loyer à payer, etc. Ouais. Donc on va voir les banques. On va voir les banques pour faire des emprunts, comme tout le monde, hein, comme toute entreprise. On va emprunter, chercher de l'argent dehors. Et dans le monde de l'aérien aujourd'hui, en tout cas pour nous, on nous demande depuis maintenant 2 ans un bilan RSE. D'accord, oui. Bilan de notre responsabilité sociétale et environnementale sur où est-ce qu'on veut emmener l'aéroclub, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, etc. Donc on a fait notre bilan RSE. On est passé à travers les 115 indicateurs, on a une première note, on a fait notre bilan carbone également. Ouais. Voilà, donc bilan carbone. Le résultat est très surprenant. On pollue, oui, on va pas dire le contraire, hein, évidemment. Hein, c'est sûr que nos moteurs thermiques avec nos pots d'échappement, oui, c'est un sport aérien qui est donc polluant, sport mécanique, donc polluant. On pollue peu. L'intégralité de l'aéroclub pour 2024 pollue autant, d'après l'Agence européenne de l'environnement, qu'une famille de 4 personnes. Oui. On est aux alentours de 100 tonnes de CO2. D'accord. Donc c'est pas si mal. Et vis-à-vis de ce qui est dit, de ce qu'on entend autour de l'aérien et de l'activité de l'aviation de loisirs, c'est important de distribuer cette information et de la donner parce que on n'est pas si mauvais que ça. Et du coup je rebondis et tiens, je fais un peu, j'improvise et je fais le lien avec ce qu'on se disait dernièrement avec Marie et Bérangère. C'est vrai que je te rejoins complètement. En fait, moi, les chiffres que j'avais vus, en fait, on tape sur l'aérien en disant vous êtes très pollueur, etc. Au final, moi, j'avais vu des chiffres qui comparaient l'activité. Alors, c'est des activités moteurs aussi, mais c'est le quad et la moto de cross. Au final, on n'est pas devant eux, on est même derrière versus une journée de quad ou une journée de motocross. Donc c'est vrai que c'est bien de le signaler parce que je trouve que on tape très facilement sur ce point-là. Et est-ce que du coup, je te pose la même question qu'à Bérangère et Marie, mais du coup, l'aviation électrique de loisirs, qu'est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Et est-ce que tu ferais confiance à un avion électrique? Et est-ce que ça te dérangerait de voler avec un avion électrique? Alors merci pour la question parce qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel moi je travaille depuis 2 ans. Ouais. D'abord j'ai eu la chance de piloter le Vélis Electro. Oui. J'ai trouvé ça génial. Ouais. C'est très drôle à piloter. Effectivement ça change complètement parce que à part le souffle de l'hélice, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. On gère sa puissance moteur avec un pourcentage qui s'affiche sur un écran. Oui, du coup pas à l'oreille. Voilà. Quand on est en finale, on coupe les gaz complètement. On est à 0%. C'est un planeur. Donc il y a des petites choses comme ça, mais c'est une machine super intéressante. C'est la seule aujourd'hui qui est certifiée. Oui. Le Vélis Electro. Petite autonomie. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le petit point négatif, c'est un peu ça. Petite autonomie, 64 minutes de mémoire. Ouais. Nous, on a des contraintes sécuritaires à Prunet. C'est-à-dire que, imagine, on est en vol, en instruction avec un Vélis Electro, et puis pour quelle qu'en soit la raison, tout d'un coup, les 2 pistes de Prunet ferment pour un incident. Ouais. On doit pouvoir dérouter. Oui. Pour dérouter, pour nous, le plus proche, c'est d'aller se poser à Épernay. Donc il faut se garder 15 minutes de temps de vol pour pouvoir aller avec le Vélis Electro, passer de l'autre côté et se poser. Ce qui veut dire que l'utilisation de cet appareil, pour nous, se limite à une 30aine de minutes. Oui. Par rapport à son autonomie batterie, on peut donc faire pas tout ce qu'on voudrait, mais c'est vrai que les premières leçons d'instruction pilote privé, on pourrait les faire sur un Vélis Electro. Ouais. Donc moi, ça fait 2 ans que j'essaie de convaincre le Grand Reims et la mairie de Reims, ainsi que le gestionnaire de la plateforme, de nous accompagner pour mettre à disposition un Vélis Electro sur la plateforme de Prunet. Oui, parce que sans réduire complètement et drastiquement, comme tu disais, les heures de début de formation qu'on peut faire dessus, ça reste quand même de la réduction de bilan carbone, fatalement. Ça reste de la réduction de bilan carbone, ça reste... Et puis voilà, c'est intéressant. Je sais que c'est un attrait pour les jeunes de voler sur un avion électrique. Oui. Pour nous aussi.
Après voilà, c'est des questions, là je reprends ma casquette financière, c'est des questions financières. On a des avions aujourd'hui sur lesquels on a des emprunts. Justement, d'ailleurs je fais une petite aparté, dans le cadre de l'évolution de la vision 2030 de l'Aéroclub, on a changé nos avions écoles, on est passé sur des Vélis, sur des Evector Sportstar, que tu connais bien, qui sont des avions, les anciens avions écoles, c'était des bons vieux Cessna 150, moi j'ai appris à piloter là-dessus, c'était génial, on pouvait faire n'importe quoi, ça pardonnait tout, mais voilà, ça consommait 25-28 litres au 100, ça coûtait cher à la maintenance, et les Evector aujourd'hui, ça tourne au samplon 98, ça consomme 15 litres à l'heure, voilà, c'est des machines parfaitement adaptées à l'ère du temps. Donc on a commencé ce changement en 2019, on l'a continué, maintenant on a 2 Evector, mais ces Evector qui sont vraiment, c'est là-dessus qu'on fait nos principales formations pilotes privés, il faut les payer, on a des gros emprunts dessus, et si on introduit un Vélis électro, le Vélis électro il faut pas l'acheter, non, surtout pas, parce que ça coûtait très cher, surtout en maintenance batterie. Mais il y a de très très bons contrats de location qui sont proposés par des sociétés comme Green Aerolease, là que je vois la semaine prochaine au congrès de la FFA, et qui proposent des contrats qui sont intéressants pour nous, mais qu'on peut pas supporter seul, parce qu'aujourd'hui financièrement on a déjà nos emprunts. Donc on cherche un accompagnement, parce qu'il y a quand même un message intéressant à passer, il y a une belle histoire à raconter autour de cet avion électrique pour qu'il y en ait un prunet tout simplement. Et du coup, tiens, je rebondis encore une fois, en faisant le parallèle, parce qu'on nous en parle beaucoup aujourd'hui, l'entretien voiture thermique et voiture électrique, on nous promet d'avoir un entretien moins cher, moins de pièces d'usure, etc. Est-ce que dans l'avion électrique, l'entretien, t'en as abordé un petit peu, est-ce que l'avion électrique versus l'avion thermique, on gagne en entretien, ou effectivement tu disais le coût des batteries est très cher, mais finalement est-ce qu'il n'y a que le coût des batteries ou est-ce qu'il y a de la pièce, etc. Tu as eu un ordre d'idée des deux, le thermique versus l'électrique? J'ai un ordre d'idée très précis, c'est bien fait, on se demande pourquoi, c'est certainement une contrainte business d'ailleurs et de rentabilité, mais non, le coût sera le même. Ah ouais, étonnamment, ok. Mais c'est vrai qu'en plus à ça, ajoutons le carburant, que là on transforme en électricité. Oui. En fait, alors, à quand les panneaux solaires au-dessus des bâtiments du club? Il n'y aura pour l'instant pas de panneaux solaires parce que la DGAC maintenant, dorénavant contrôle et valide les installations de panneaux solaires sur les aérodromes. Et comme a priori, en tout cas des infos qu'on a eues, ils sont pas encore très à l'aise avec ces fameux panneaux non réfléchissants. Oui. Voilà, ils préfèrent éviter. En tout cas, nous sur Prunet, ça n'a pas été accepté. Ok. Bon, une belle chose quand même pour le club de Prunet. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur le club avant qu'on parle de toi? Je pourrais parler pendant 2 heures de l'aéroclub. Moi j'adore cet aéroclub et il y a plein de choses à y faire, mais oui, dans les projets aujourd'hui, on a travaillé nos élèves avec donc les Evector, les 2 Evector. On voudrait maintenant s'adresser aux pilotes brevetés et leur proposer une belle machine de voyage. Donc ça, on travaille là-dessus, on essaie de voir à quel moment on va pouvoir le faire. Acheter un avion qui soit moderne, donc glass cockpit, c'est-à-dire avec des écrans numériques à bord, avec ce qu'on appelle un FADEX, c'est-à-dire une monomanette qui permet de ne pas avoir à gérer le plat variable, etc. Et puis un emport passager, qu'on puisse partir à 4 avec quelques bagages pour se faire un week-end ou 3 jours ou 4 jours. Donc voilà. T'as un ordre d'idée d'un appareil petit... Alors on avait demandé aux membres du club ce qu'ils préféraient. On avait fait un petit questionnaire. On en a reparlé en comité dernièrement. On serait arrêté sur un DA40. C'est une très belle machine. DA40 qui a également l'avantage de tourner. C'est un avion fait diesel. Et qui consomme 17 litres à l'heure. Ah oui, effectivement. En comparaison, aujourd'hui, notre plus grosse machine monomoteur, on est à 45 litres à l'heure. Oui, donc effectivement, ça permet d'aller loin, avec moins de consommation. Exactement. C'est tout bon. Bon, allez, parlons un peu de toi maintenant. Au-delà du président et du club, donc toi, t'es pilote, d'après ce que j'ai cru comprendre. Comment t'es venu à l'aviation? J'ai dit à mes parents que je voulais piloter un avion, j'avais 7 ans. Oh! Ah ouais? Donc ça fait un moment que ça traîne, cette maladie. Et on t'a pas cru au début? Non, on m'a pas cru. Et donc je suis venu faire mon baptême à Prunet à 13 ans. Il se peut que ce soit avec Robert, mais on n'arrive pas à s'en souvenir, ni lui ni moi. Robert qui est un des piliers de la plateforme. Voilà, et moi j'étais mordu. À 14 ans, j'ai dit à mon père, je peux passer mon permis mobilette pour un 103 SP, mais ça m'intéresse pas, je veux piloter un avion.
Et ça a été accueilli comment, tiens? C'était refusé. Bon, bah, comme ça, il n'y a pas de débat. Voilà, après je voulais faire pilote de chasse et puis finalement j'ai bien vu quand j'ai démarré les études qu'il fallait faire des choix entre les filles, la fête et les études, et j'avais pas choisi les études à l'époque, pour être clair, donc voilà, j'ai pas fait maths sup, SP, je suis pas parti dans la filière, je suis pas parti pour faire pilote de chasse, donc j'ai fait tout à fait autre chose de ma vie, je suis très heureux d'ailleurs. Ouais. Et ma compagne savait pertinemment que dans un coin de ma tête l'avion trottait. Ouais. Et en fait, elle et mes amis, pour mes 40 ans, m'ont fait un cadeau qui était une inscription à l'Aéroclub de Champagne avec un petit pack de 8 heures de vol. Ah. Donc j'y suis, voilà, j'ai eu ça pour mon anniversaire, j'étais comme un gosse. Je suis venu à l'Aéroclub et moi j'ai eu la chance en plus de démarrer avec une instructrice. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, j'avais une EFI avec moi. Et au premier vol, c'était fichu, j'étais mordu. Donc de 13 ans à 40 ans, tu as quand même réussi à attendre et à pas passer le cap du PPL. Mon métier faisait que je faisais 50 à 60 déplacements par an à l'étranger en avion de ligne. Donc j'étais quand même très 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 souvent en l'air. Ouais, donc tu avais une façon un peu d'assouvir. Voilà. Donc toi, t'es loisirs, t'es pilote de loisirs, t'es pas pilote pro. Totalement, je suis pilote privé. Tu as appris à piloter donc à Prunet, c'est ce qu'on se disait. Oui. Donc à l'âge de 40 ans, avec une instructrice, j'ai bien noté. Voilà. Au début, elle est partie. Après j'ai eu un autre instructeur qui est toujours à l'Aéroclub d'ailleurs, qui était mon instructeur référent. Ouais. Alors, j'allais te poser, c'est un peu une question qui, du coup, on l'a un peu abordée dans la question du club. J'allais te demander quelle est ta vision, toi, on va dire peut-être plus générale et pas forcément au sein du club, mais ta vision de l'aviation de loisirs dans le contexte actuel par rapport à la pollution, donc c'est ce que j'avais noté, et aujourd'hui par rapport à la vision des choses actuelles. Toi, comment tu le vois ça d'un ordre général? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec l'avion électrique, mais est-ce que toi, en tant que pilote de loisirs, tu aurais autre chose à avancer sur cette vision-là? Non, pour moi, l'aviation va continuer, l'aviation générale continuera. L'aviation générale, c'est un vivier à la fois bien sûr pour le loisir, comme sport aérien, mais également un vivier pour tout ce qui est évolution vers des métiers professionnels. Je prends l'exemple, par exemple, des contrôleurs aériens. Oui. Les contrôleurs aériens. On va bientôt en recevoir un. Les contrôleurs aériens sont subventionnés pour piloter. Ça fait partie de leur écosystème, c'est normal, au-delà de la passion. Ouais. Donc oui, l'aviation va continuer. Certes, les technologies vont évoluer, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. On entend parler de beaucoup de choses. On essaie des avions où on met 12 petites hélices dessus puis on voit si ça vole. Bon, a priori ça vole pas bien. On essaie de mettre des batteries dessus, ça fait un peu lourd. On cherche des solutions. On parle aussi beaucoup de l'aviation à hydrogène, donc il y a des choses qui vont évoluer. La techno évoluera quoi qu'il advienne. Mais pour moi, ce loisir, ces aéroclubs continuera. Ça continuera. Ok. Pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, et qui ne connaissent rien du tout au milieu de l'aérien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi t'apporte l'aviation? Quelles sont même les sensations? Tiens, on va le faire en deux questions. Qu'est-ce que t'apporte l'aviation et quelles sont les sensations que tu as en l'air? Moi, je vois par exemple, je l'avais déjà dit à la première émission, mais moi, ça me permet de m'évader et de couper. Au moins, je suis en l'air, le téléphone passe plus, on me fiche la paix. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Alors moi, l'aviation, ça m'a calmé. Ouais. Ça m'a calmé. J'étais plutôt hyperactif. Bon, je le suis encore un peu aujourd'hui, mais ça m'a vraiment appris à me calmer. Mes instructeurs m'ont montré ce que ça voulait dire de piloter un avion et tous les réflexes intellectuels que ça mettait ou que ça demandait, et surtout la charge mentale qu'il fallait apprendre à gérer. Ouais. Moi, mes premières naves, même mes premiers vols de 20 minutes, je faisais la sieste après, j'étais épuisé. Ouais. Donc voilà, on apprend ça. Et c'est vrai que je te rejoins sur un point. Quand on monte dans l'avion, on laisse tout au sol. Ouais. Donc les soucis, le stress, etc. Et je dis souvent à mes amis, moi même aller voler 20 minutes autour de Reims, faire un tour de manège comme on dit, je recharge autant mes batteries que si je passais un week-end au bord de la mer. Ouais. Je suis totalement en adéquation avec ce que tu dis. Ça permet vraiment comme tu dis, de laisser tout au sol et de se consacrer vraiment à ce qu'on est en l'air, un sentiment de plénitude presque, je dirais. Il y a un sentiment de liberté. Ouais. Alors, moi j'aime bien aussi, j'aime bien que ça mouline intellectuellement, que ça demande des efforts.
Et piloter un avion, ça répond tout à fait à ça. Hein. On fait quand même 6 à 7 choses en même temps, en tout cas quand on est en navigation. Ouais. Donc, et en même temps, il faut être disponible pour ses passagers. C'est ça. Et c'est tout un exercice, et moi, j'aime bien ça. Et visualiser ce qui se passe avec la radio, etc. Oui. Est-ce que tu as un rêve, un but, quelque chose que tu n'as pas fait aujourd'hui, que tu n'as pas atteint dans l'aviation, hein, je parle. Voilà. Il y en a plein. Il y en a 1000. Il y en a plein. D'abord, si je m'étais pas retrouvé président, j'aurais passé ma qualification aux instruments. Ouais. Parce que le revers de la médaille, quand on est président d'un aéroclub bénévole, c'est que moi, mon temps loisir, il est fixe, hein, il n'est pas extensible à l'infini. Et les heures consacrées au club sont autant d'heures en moins pour piloter. Et en fait, c'est ça le paradoxe. C'est que du coup, tu voles moins étant président. Je vole moins, complètement. Ouais. Et donc voilà, et du coup, j'ai pas le temps de travailler pour passer ma qualif aux instruments. J'adorerais faire ça. Donc voilà, ça viendra un jour. Ouais, d'accord. Bah, non, mais c'est top. Hein. Puis c'est un gros bloc. Hein. Le vol aux instruments, c'est un beau projet. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote en vol, au sol? Un petit truc un peu sympa, un peu rigolo, un peu que tu aurais vécu, donc soit quand tu voles toi, ou quand tu fais des baptêmes de l'air, ou etc. Est-ce que tu aurais un petit truc un peu sympa à nous raconter? Il y en a plein. Un truc rigolo. Moi, ce que j'aime bien raconter, c'est mon premier lâcher solo. Ah ouais. Mon premier lâcher solo, les gens qui m'entourent, qui pilotent pas, qui parfois ne comprennent pas trop pourquoi je fais ça. J'ai essayé de leur décrire ce que j'avais ressenti. Et la première fois que je suis parti en solo, c'était avec mon instructeur. Le samedi, j'avais volé et j'étais pas content de moi. J'étais pas content sur mes tours de piste. Mon arrondi, mon final, tout ça, ça n'allait pas. Je suis même parti énervé. Ouais. Et mon instructeur m'a rappelé le lendemain matin. Il dit: Armand, viens voler. Non, viens voler. Et il pleuvait. Ouais. Je dis bon, ok, j'arrive. Et hop, nous voilà repartis à faire des tours de piste. On en fait 2 ou 3, je sais plus. Et puis il se pose, je me pose. Ouais. Et là, une fois que j'étais au roulage, il me dit bon, arrête-toi là. Tu sors, tu me déposes à la tour et tu continues tout seul. Donc déjà, j'étais pas prévenu. Ça, c'est la règle. Hein, on n'est jamais prévenu au moment où ça va arriver. Ouais. Et là, donc, on n'a pas trop le temps de monter en stress. Enfin, si, le temps de remonter le taxiway, j'ai eu le temps de bien stresser. Ouais. Et je me souviens encore, sous la pluie, j'ai vu mon instructeur sortir de l'avion, moi, moteur tournant, et le voir partir vers la tour. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais mourir parce que je suis totalement stupide. Et puis, là, tout ce qu'on vient d'apprendre prend le dessus. On refait sa check, ses contrôles, on avance au point d'attente et on part. Et là, à la rotation, le plaisir que j'ai eu, très rapidement, c'est le matin de Noël. On a 7-8 ans. Ouais. Toute l'année, on a rêvé d'un jouet. Un seul jouet. Il y en a un, on l'attend absolument. Et on espère que le Père Noël va me l'amener. On se lève, on court au pied du sapin, puis là, il y a un paquet cadeau bien emballé. Et on déchire le papier cadeau, et le jouet qu'on a tant attendu est là. Et ce plaisir d'enfant, ce plaisir pur comme ça, je l'ai ressenti exactement à ma première rotation en solo. Ouais. Et je te promets qu'à chaque fois que je décolle, je retrouve ce plaisir. Et une fois posé, est-ce que tu as eu cette sensation de fierté et d'accomplissement de ce que tu avais fait? Ouais, quand j'ai eu mon PPL, enfin quand j'ai eu ma licence de pilote privé, oui. Ouais, complètement. Me dire, tiens, j'ai réussi à faire ça. C'est vrai que c'est souvent ce que je disais à ma femme, en fait. Quand j'ai commencé cette aventure, je considère quand même que c'est une aventure. C'est quand même c'est quand même très très complet parce qu'on passe par presque tous les sentiments. Oui, c'est vrai. On va du plaisir, comme tu dis, au fait de découvrir ce cadeau de Noël. Moi, je suis même passé par la peur. Et au ras-le-bol, il y a un moment donné où, comme toi, on se dit ouais, c'est bon, il y en a marre, c'est très compliqué. C'est un sport ultra complet en termes de sensations. Complètement. Et puis moi, j'ai acquis suffisamment d'expérience, même si je suis un bébé pilote, j'ai acquis suffisamment d'expérience pour être ce qu'on appelle pilote baptême, hein, donc emmener des gens en vol découverte. Et ça, c'est pareil, c'est un plaisir incroyable. On emmène des inconnus qui arrivent. Alors certes, il y a toute une procédure, il y a tout un cadre sécuritaire, parce qu'effectivement, c'est des inconnus, il faut qu'on puisse gérer l'inattendu, ce qui peut arriver. Mais surtout, voilà, le plaisir, c'est qu'on emmène des gens
découvrir un peu, faire un vol, même 20 minutes. Et souvent, les étoiles dans les yeux, c'est quand même très gratifiant. Ah tiens, une question qui me vient comme ça. Est-ce que il n'y a pas un petit peu plus de facteurs de stress quand tu voles avec des inconnus plutôt que de voler en famille? Bien sûr. Ouais, on est d'accord. Bien sûr, mais c'est d'où l'intérêt aussi de bien travailler les procédures. Oui. Le briefing au sol, ça permet, au-delà du fait qu'on explicite le briefing, on jauge aussi les gens. Et on décide, par exemple, qui on va mettre devant avec nous ou pas. Petite anecdote, moi, une fois, avec un DR400, ouais. J'ai emmené 3 personnes en vol découverte. Et il y a quelqu'un qui était très grand. À côté de moi, il devait faire 1m90. Donc je l'ai plié en deux, assis à côté de moi dans l'avion. Et au moment de la rotation, s'il était en basket, et je pense qu'il était super stressé, il avait peur, ouais. clairement, son pied a glissé sur la moquette. Et en glissant, son pied est venu littéralement frapper mon palonnier. Wow. Au moment de la rotation. Autant dire que là, voilà, il a fallu gérer rapidement. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu besoin de reposer ni rien, j'ai continué à monter. Mais voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut être préparé. Auquel il faut être préparé. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais en fait, on n'est jamais préparé à tout, quelque part. On a un cadre de formation et des instructeurs ultra compétents qui permettent justement aussi de maintenir ça. D'accord. Je trouve quand même justement le fait d'entretenir nos compétences qui nous poussent un petit peu dans nos limites quand ils nous emmènent en vol pour faire des vols de prorogation, etc. C'est extrêmement utile. Extrêmement utile. Avant le mot de la fin, tiens, on va rebondir sur le fait que tu sois pilote de baptême de l'air. Il y a une petite formation pour être pilote de baptême de l'air ou pas? Oui. Ok. Ouais. Un des instructeurs de l'Aéroclub m'a emmené faire un vol. Ouais. Et on a décollé. Je sais plus dans quel avion on était. Et puis j'étais en traversier après ma montée initiale. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, il m'a fait un gros sketch en me disant « Armand, je fais une crise cardiaque, ramène-moi !» Et donc, et bien là, c'était évidemment la première fois, j'ai pas eu la bonne réaction. Mais la réaction a été demi-tour direct et atterrissage à contresens sur la piste pour être le plus vite au sol. Donc oui, bien sûr, on fait attention à ça. Et puis il y a un minimum d'heures de vol, bien entendu, pour pouvoir le faire. Et surtout, après, il y a un minimum d'heures de vol pour pouvoir se maintenir. Ouais, c'est ça. Il faut au moins faire 25 heures de vol par an pour rester pilote baptême. Oui, ce qui est logique, on n'emmène pas après des gens avec un mec qui vole 1 heure par an, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, avant le mot de la fin, si tu avais un conseil, un mot ou le petit coup de pouce, la pichenette en fait qui manquerait à une personne qui veut pousser les portes de l'aéroclub de Champagne, qui se dit j'ai envie d'y aller mais j'ose pas, il y a encore un petit truc qui me retient, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors moi je dirais d'abord qu'il faut venir nous voir aux journées portes ouvertes. On fait des journées portes ouvertes 2 fois par an. C'est le meilleur moment parce que d'abord il se passe plein de choses. Ouais. On sort tous les avions, on fait à la fois des vols découvertes, donc des baptêmes, mais également des vols d'initiation. Oui. Là on part avec un instructeur et puis on essaie de toucher un peu le manche, de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un moyen très simple de sentir si on aime ça, si on est fait pour ça. C'est ça. Ça c'est le premier point. Meilleur moment pour moi, c'est les journées portes ouvertes, bien qu'on puisse venir 7 jours sur 7 toute l'année. On est tout le temps ouvert pour faire ça. Et l'autre point, c'est le facteur financier. Souvent, effectivement, des jeunes vont se dire « Non, mais c'est un sport de luxe, ça coûte une blinde, c'est pas la peine. » Piloter un avion, c'est le même budget qu'une moto gros cube. Oui. Donc, c'est pas plus cher. Et quand on prend une moto gros cube, carburant, assurance, maintenance, le casque, les gants, la combinaison, etc., sur une année, et ben pour la même chose, on peut voler avec un avion. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est pas du tout inaccessible. En plus, pour les jeunes, il y a plein de subventions, à la fois du département, de la région, de la fédération nationale. Donc il y a moyen de les aider et de les accompagner pour vivre leur rêve. Et puis précisons-le, parce que moi ça n'avait pas été le cas pour moi, mais quand on passe le PPL, le LAPL ou qu'importe, c'est cette somme qu'on budgète au départ, elle n'est pas à mettre d'un coup. C'est petit à petit. Et c'est une info qui peut être importante aussi pour des gens qui se diraient en fait on peut voler au fur et à mesure de ses moyens, je dirais, entre guillemets. Complètement. Ouais. Moi j'ai mis 2 ans et demi à passer mon PPL parce que j'avais pas le temps.
Ouais. Je fais ça le week-end et un peu les vacances. Et donc, effectivement, ça permet de ventiler son budget et que ce soit finalement pas trop dur. Voilà, ça permet d'amener petit à petit cette somme. Voilà. Un petit mot de la fin, Armand, avant le fameuse top 10 des questions que je soumets à l'ensemble de mes invités. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou quoi que ce soit? Un sujet qu'on n'aurait pas abordé. On a fait un joli tour de l'aéroclub, Joli non tour, ouais. Si, un sujet sympa, tiens. Dis-moi. Le 24 mai, on organise une journée où on va, avec une association parisienne, on va proposer à des enfants cabossés de venir voler. Ah, c'est sympa ça. Voilà, on est en train d'organiser ça. D'accord, bah tu peux nous en dire un peu plus ou pas alors? C'est avec une association qui s'appelle Kiss and Fly de mémoire. Ouais. Où voilà, ils contactent des associations pour des enfants qui ont des vies un peu compliquées. Ouais. Et qui s'occupent de rechercher des subventions pour payer évidemment les vols. Il faut quand même mettre du carburant dans les machines, même si les pilotes, eux, sont bénévoles. Ouais. Et donc on va les accueillir, on ne sait pas encore combien on va avoir, mais a priori une centaine d'enfants. Ah oui. Qui devraient venir pour découvrir un peu et puis le ciel. On va avoir des enfants également handicapés qui vont venir avec du coup des accompagnants et on va essayer de leur faire un petit vol de 20 minutes, leur mettre des étoiles dans les yeux. Oh, c'est un super projet. Bravo. On verra si on arrive à le faire, mais normalement c'est pas trop mal engagé. Bon, c'est un gros projet, vous l'avez compris. On est quand même sur un club qui est quand même hyper dynamique. Beaucoup de choses, voler, mais pas que. Le vol, toutes les activités sociales qui y a autour du club, les barbecues. En gros, si vous cherchez un esprit de famille, faut aller frapper à la porte, quoi. Exactement. En plus, a priori, bon là je m'avance un peu, mais normalement c'est à peu près cadré pour nos journées portes ouvertes qui seront le 17 et le 18 mai, en tout cas pour tous les membres de l'asso et les pilotes qui vont participer. Ce ne sera pas forcément pour le public, mais on va voir. On aura un petit concert de rock le soir. En plus. Oh, mais voilà. Donc, redonne-nous les dates, 17 et 18 mai, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, bah, tout ça à l'aéroclub de Prunet. Allez, avant de se quitter, les questions bonus. Alors, c'est des questions, tu vois, il n'y a pas à se torturer l'esprit, c'est juste un mot. Je te propose 2 choix de réponse. Et en fait, ça nous permet, tous les invités ont les mêmes questions. Donc, ça peut être un petit peu décroché versus la raison pour laquelle tu venais. Encore que là, pour toi, ça ira. Mais voilà, ça nous permet de savoir ce que chacun répondra avec les mêmes types de questions. Ok. Allez, la première question, c'est Boeing ou Airbus? Airbus. Voltige ou vol promenade tranquille? Vol promenade tranquille. GPS, VOR ou carte? GPS. Moteur ou réacteur? Ou turbine? Turbine. Vent de face ou de travers? Travers. VFR ou IFR? Les deux. Tu peux pas, il faut choisir un. VFR. Allez. Kiss landing ou hard landing? Kiss landing. Ouais, il n'y a que ça au club. Au sol ou en l'air? En l'air. Seul ou accompagné? Seul. Ah ouais. Et avec ou sans moteur? Avec. Ah, mais voilà. Bon, bah écoute, merci à toi, Armand. Très heureux d'avoir parlé du club, d'avoir parlé avec toi, d'avoir débriefé un petit peu sur l'ensemble de ce que fait le club et ta vision du club. Bah écoute, merci à toi, Nicolas. C'était très bien. Merci. Mais je t'en prie. Et puis, on se retrouve très vite avec un prochain podcast. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler.